Entre le fleuve et la terre s'est engagé un dialogue sans fin. Depuis toujours, l'eau vive a repoussé les berges pour incurver sa course à son gré. En serpentant vers le sud, elle charrie le limon qui enfantera de nouvelles terres au rendez-vous de la mer lointaine. Dans ce dialogue, l'homme intervient. Il s'efforce aujourd'hui de plier le fleuve à ses désirs pour le mettre à son service. Mais de ses eaux impétueuses dépendent bien des destinées. Le fleuve unit le sort de l'homme à celui d'insectes, oiseaux, mammifères ou poissons. Le fleuve n'appartient à personne. Un bail perpétuellement révocable le lie à de multiples espèces. Nous avons modifié le fleuve, mais le fleuve nous a changé lui aussi. Il fait partie de cette grande aventure qui, semble-t-il, n'a commencé qu'hier. Le Mississippi ne fait pas que traverser un continent. Il a imprégné l'histoire et la légende américaine. Il ne fait pas seulement partie du sol des États-Unis, mais de leur patrimoine culturel. Le père des eaux est aussi l'ancêtre de chaque Américain. Dans les terres gelées du nord du Minnesota, le fleuve naît de la glace. Pour effectuer une plongée hivernale, une équipe de la Calypso, conduite par Jean-Michel Cousteau, découpe à la scie une glace épaisse d'1 demi-mètre. Lors de la dernière glaciation, il n'y a guère que 9000 ans, la glace se dressait haute de 3000 mètres. En fondant, cette calotte a parsemé l'Amérique du Nord de nombreux lacs. L'un d'entre eux, le lac Itasca. Cette eau qui apporte la vie à tout un continent semble ici déserte. Jean-Michel et ses compagnons pénètrent dans un monde aquatique dont les habitants sont cachés ou endormis. Ils ne rencontrent de vivant qu'une petite écrevisse engourdie, soulagée peut-être de n'être pas découverte par un prédateur plus impitoyable. Brièvement emmurée sous les pétois de glace, l'équipe finit par trouver une issue facile à travers une couche beaucoup plus mince au bout du lac, là où naît le fleuve. Ça fait froid, hein? C'est de lui. Ah, c'est le Mississippi, là. Les hommes passent à gué, puis descendent le ruisseau peu profond qui constitue en fait le cours supérieur du puissant Mississippi. Seuls les méandres du cours d'eau lui donnent quelques ressemblances avec le fleuve royal qui va drainer jusqu'au golfe du Mexique les eaux de près de la moitié du continent. 3700 km plus au sud, la Nouvelle-Orléans, près de l'embouchure du fleuve. L'atmosphère et l'ambiance sont plus chaudes.
Ici, le fameux Preservation Hall retentit encore du jazz né dans les bars et les quartiers animés de la ville. Dans cette musique nostalgique, parfois lancinante, les Noirs et les Créoles ont exprimé leur identité et firent entendre leur voix au long du fleuve et tout autour du monde. L'orchestre donne un concert pour souhaiter bonne chance à l'équipage et à la Calypso qui entame un long voyage sur le fleuve. Mais il a bien changé, le Mississippi, depuis le temps où les premiers ménestrels noirs allaient de bouge en fête foraine tout au long du fleuve, au rythme de leur ragtime et de leur blues. Aujourd'hui, le Mississippi est quasiment domestiqué pour servir les besoins de l'homme. Des digues rehaussent ses berges pour prévenir les inondations. Son lit a été creusé pour permettre à des trains de chaland de transporter chaque année un demi-milliard de tonnes de marchandises. Cousteau bavarde avec Jerry McCarthy et avec Edwin Ford, le plus vieux des pilotes du fleuve. Les pilotes restent 6 heures d'affilée sur les passerelles. Ils n'ont en général personne à qui parler. C'est une vie très solitaire. When I look at eco-sounder recording, the places where there is very little water are rare. Le fleuve est profond, mais souvent obstrué par des bancs de sable. Pourquoi ne les drague-t-on pas systématiquement, demande Cousteau. Il y a 3000 kilomètres de fleuve, répond Ed, et les bancs se déplacent sans cesse. Le fleuve ne se soumet pas aisément au dessein de l'homme. Chargé depuis l'indépendance des États-Unis de la gestion des eaux fluviales du pays, le corps des ingénieurs de l'armée a dû tirer les leçons de bien des essais, de bien des erreurs. Aujourd'hui, de grandes dragues creusent le fond du lit et en rejettent les sédiments vers les rives. Décidés à faire du grand fleuve sinueux une voie navigable sûre, les ingénieurs n'ont cessé de consolider ses berges et de réduire la largeur de son lit, en espérant que l'accélération du courant contribuerait à creuser le chenal. Mais la bataille n'est jamais gagnée. Grâce au travail des dragues, d'énormes trains de péniche, parfois 40 attachés ensemble, sillonnent le fleuve. Même des pétroliers de fort tonnage peuvent remonter le courant jusqu'à Bâton Rouge, à 400 km de l'embouchure. La Calypso, elle, ira beaucoup plus loin. Elle parcourra les 2800 km navigables du fleuve jusqu'à Saint-Paul, Minneapolis, et enverra une équipe au lac Itasca. Bâton Rouge a été fondé par les premiers explorateurs et colons français qui remontèrent le fleuve. C'est aujourd'hui le centre d'une vaste zone d'exploitation d'hydrocarbures. Un grand port dont le trafic atteint un demi-milliard de barils de produits pétroliers. Néanmoins, la Calypso qui remonte le courant découvre ça et là, parmi les usines qui jonchent les rives, des vestiges du passé. Le
Le commandant Cousteau effectue en compagnie du pilote Bob Brownbeck un vol de reconnaissance au-dessus de Natchez. Les bateliers du Haut-Fleuve descendaient le Mississippi jusqu'au port de Natchez, y abandonnaient chargements et bateaux, puis rentraient chez eux à pied, parfois à des centaines de kilomètres de là, dans des localités aussi lointaines que Nashville. Au pied des falaises, marins et pilotes trouvaient leur détente dans les saloons et les bordels qui y pullulaient. Au-dessus, à l'écart, quelques maisons élégantes datant d'avant la guerre témoignent du style de vie aristocratique d'un monde à jamais disparu. Aujourd'hui, la campagne, presque partout, est couverte de kudzu, une plante à croissance rapide importée pour lutter contre l'érosion. Mais la prolifération du kudzu devient un problème aussi difficile à résoudre que celui de l'érosion qu'elle devait stopper. Sur ce fleuve, le temps semble n'être qu'une illusion. Le passé et le présent coexistent comme par magie. À peine Cousteau s'est-il posé sur Calypso que de la passerelle, il voit apparaître un fantôme du passé, connu comme gâteau de mariage flottant, l'un de ces célèbres bateaux à aube d'autrefois. Cousteau demande à Jerry McCarthy pourquoi il faut embarquer un projecteur. C'est essentiel pour repérer les bouées et les berges du fleuve, répond le pilote. Bruno, fermez la table du phoné. C'est là qu'on va le mettre. Indispensable à la navigation nocturne, le projecteur orientable à distance est hissé à bord et fixé à la proue. Un drapeau sudiste s'ajoute aux douzaines de bannières offertes à la Calypso en signe d'amitié et pour lui souhaiter bonne chance. De la chance, il vaut mieux en avoir. Les Cousteau, père et fils, savent bien que ces eaux sont très changeantes. Remous et tourbillons trahissent certains pièges qui ont causé des avaries à des centaines de navires. Les balises elles-mêmes sont fréquemment emportées. Elles sont souvent récupérées par les chasseurs de primes comme Robert Thomas. Celui-ci annonce par radio le butin de la journée. 2 bouées noires, 2 rouges et 4 autres. C'est le capitaine que vous avez vu là? Oui, commandant, j'ai vu. Alors là, on a bien touché, hein? En passant, la Calypso a touché le fond. Peu après, sur tribord, on aperçoit une victime de l'humeur changeante du fleuve. Une péniche échouée sur un banc de sable. C'est un avertissement. À bord de Calypso, on se tait. Chacun prête l'oreille, attentif à la moindre altération du signal régulièrement émis par le sondeur. Au gré des méandres du fleuve, la Calypso poursuit sa route vers le nord. Au carré, autour de la table du dîner, sont réunies les équipes de cinéma et de plongée. Cousteau offre une gâterie à Yuki, qui est, à 4 pattes, un membre aguerri de l'équipage. Sur le pont, on est aux aguets. On garde l'œil rivé à l'écran radar. Et brutalement, le fleuve interrompt la veille. Échouée dans l'obscurité, machine stoppée, la Calypso connaît la mésaventure survenue à bien d'autres navires. Le câble là, vous le virez juste de façon à ce qu'il soit tendu. Le commandant prend immédiatement les mesures qui s'imposent. Il envoie une équipe jeter l'ancre au loin pour tenter de se déhaler en virant. Simultanément, les plongeurs vont sous l'eau examiner la coque.
Là, malgré la mauvaise visibilité, il constate que la quille, bien que tanguée dans le sable, n'a subi que de légers dégâts. Dans la nuit, des feux signalent l'approche d'un remorqueur alerté par radio. Avec une efficacité due à l'expérience, l'équipe de secours fixe 2 haussières sur la Calypso et lui rend la liberté. Le lendemain, les cœurs sont plus légers. On plaisante même de l'incident. Au téléphone, dit Jerry, le pilote, j'ai annoncé à ma femme que nous avions une brève rencontre avec le fond. Vous vous êtes échoué, m'a-t-elle dit. Et j'ai répondu, pas exactement. À l'approche de Vicksburg, dans le Mississippi, Bob Brownback ira survoler le théâtre de l'une des batailles décisives de la guerre de sécession. Vicksburg, du haut de ses escarpements, contrôlait le cours inférieur du Mississippi. Sa prise était la clé de la victoire. Mais le palais de justice qui domine encore aujourd'hui la cité semblait invulnérable. Ne pouvant détourner le cours du fleuve, le général Grant réussit à faire passer ses canonnières cuirassées sous le feu des Confédérés et, dans un mouvement d'encerclement, prit la ville à revers. Aujourd'hui, dans le parc militaire national de Vicksburg, les canons et les hommes se sont tus depuis longtemps. Les navires qui ont forcé la défense des Confédérés n'existent plus. Si, pourtant, le Cairo, l'un de ces cuirassés arrachés aux eaux du fleuve, est là, en cours de restauration. Le commandant Cousteau le visite. Propulsé par des roues à aubes, le Cairo était long de 55 mètres et large de 16. Ces canons étaient montés sur affûts à roues. Leur recul freiné par des cordages. Cousteau remarque que les plaques de blindage épaisses de 6 cm ne protégeaient que la timonerie et les canons. Le reste était un simple navire en bois. Et une seule mine a suffi à le couler. Dans toute la région du bas-fleuve, l'hélicoptère survole d'autres alignements que ceux de Vicksburg. Des champs de coton, qui furent la plus fabuleuse des cultures du Sud. Mais le coton n'était pas seulement une culture industrielle, c'était un mode de vie. Les Noirs chargeant à dos d'homme les balles de coton sur les péniches, les airs de jazz qui montaient du fleuve. Blues Alley à Memphis, Tennessee. Dans l'ancien entrepôt de coton devenu légendaire, Laura Dukes, âgée de 77 ans, perpétue l'ambiance des nuits d'un âge révolu. Call the police!
Poursuivant son voyage vers le nord, l'équipe Cousteau débarque à Bonne Terre, dans le Missouri. Habituée aux eaux du large partout dans le monde, l'équipe se prépare à plonger dans les eaux souterraines qui ont envahi les galeries d'une mine de plomb désaffectée. Dans ces grands puits, dans ces vastes galeries d'où pendant plus d'un siècle 30 millions de tonnes de minerais ont été extraites, tout est resté en l'état comme au jour de la fermeture. Une échelle qui ne mène plus nulle part est là, posée contre un mur. Plus loin, un wagonnet attend un chargement qui ne viendra plus. Nageant dans le silence des travées englouties, les plongeurs trouvent même quelques traces du précieux métal. Les fines veines de plomb qui déclenchèrent autrefois une activité oubliée font partie des vestiges de l'épopée américaine. Très beau. C'est beautiful. Hein? C'est magnifique. Jean-Michel observe de haut un paysage qui a bien changé. Le sol est toujours plat, comme dans beaucoup de plaines alluviales du sud, mais il ne porte plus de rang de coton. Il nourrit du maïs. Voici les plaines du Middle West. Ici, quasi rituellement, les grandes moissonneuses déversent des flots dorés de maïs, de blé, d'orge, dans des camions qui les convoient vers les silos. Un flot de céréales emplira péniches et bateaux qui descendront le grand fleuve sans lequel la moisson serait vaine. Il y a une cinquantaine d'années, de vastes zones du Middle West, érodées, ont été ravagées par les tourbillons de poussière. Mais les États céréaliers sont redevenus aujourd'hui le plus riche grenier à blé du monde. L'Arche de Saint-Louis semble enjamber la plaine, au carrefour des grandes voies de communication du centre des États-Unis. Le maire de la ville, Vincent Schammel, souhaite la bienvenue à des voyageurs inattendus au cœur de l'Amérique. L'équipe de la Calypso. Il offre au commandant Cousteau les clés de la ville. Et la Calypso continue de remonter le fleuve. Derrière elle, l'arche se détache sur le ciel de l'Occident, porte ouverte sur l'Ouest, ouverte sur le futur de l'Amérique. Tandis que le bateau remonte le fleuve vers Saint-Paul, beaucoup plus à l'ouest, quelques membres de l'équipe de la Calypso jouent au cow-boy. En route vers le parc de Yellowstone et la source du Missouri, Dominique Sumian et ses compagnons ont rangé leurs combinaisons de plongée. Ils prennent une leçon de lasso au ranch YX, près de Pierre, dans le Dakota du Sud.
Suivant à rebours le trajet des explorateurs, des trappeurs, des colons sur le plus long des affluents du Mississippi, l'équipe de la Calypso se propose de descendre le Missouri depuis sa source. L'hiver dans le parc de Yellowstone, ni colons ni touristes attardés. Seuls quelques résidents qui ne réservent pas toujours le meilleur accueil aux étrangers. Un mouflon des Rocheuses, animé d'autant de suspicion que de cornes, défie de l'œil un Dominique qui ne lui cherchait nullement noise. Dominique préfère ne pas relever le défi. Papagayo, l'hydravion des Cousteaux, se pose près de leur campement, sur la rivière Galatine, en bordure du parc. Accueilli par Dominique Sumian et Don Santi, Jean-Michel retrouve ses autres camarades, Desmier, Maurice et Brumbeck. Hi Bob, how are you? Du café? That would be nice, yeah. Oh, 2 weeks. Un bon café te réchauffera. On est prêt pour faire le raft? Ouais, on est prêt. Hein? Le rapide à la neige. Dès qu'on a échangé les nouvelles, on lève le camp. On enfile les combinaisons de plongée et on s'embarque pour descendre l'une des portions les plus turbulentes du Haut-Missouri. Three Forks, dans le Montana, là où le Galatine rejoint le Madison et le Jefferson pour former le Missouri, l'équipe embarque à bord d'un Zodiac. En bateau, en hydravion ou sur la route, les hommes continueront à descendre le Missouri. La rivière a bien changé depuis que Lewis et Clark l'explorèrent pour la première fois en 1804. Mais certaines habitudes ont la vie dure. Dans les frimas de l'automne, les chasseurs se mettent en route. Sachant qu'ils ont la détente facile, des fermiers prudents prennent leurs précautions. Tandis que les chasseurs de cerfs progressent, l'air du matin résonne des appels des canards et des oies sauvages en migration vers le sud. Ils ne sont pas les seuls à suivre le fleuve. La chasse a été fructueuse. Père et fils rentrent chez eux avec leur gibier. Mais bien souvent, on ne retrouve pas l'oiseau blessé. Ce n'est pas sans conséquence. Encore largement en usage, les plombs de chasse constituent un danger pour les aigles et autres rapaces qui les avalent en dévorant les oiseaux blessés. Barbara Walker coordonne les travaux entrepris à l'université du Minnesota pour sauver les rapaces. Elle décrit à Dominique les conséquences de l'ingestion du plomb.
Notre programme, dit Barbara, concerne 350 oiseaux de proie. D'habitude, nous sommes alertés par téléphone et nous recherchons les oiseaux blessés dans les bois ou sur les berges. On l'a tiré dessus, demande Dominique. Il a une aile abîmée, répond Barbara. On fera une radiographie, mais il semble bien qu'il ait reçu un coup de fusil. À la clinique vétérinaire, l'oiseau est soigné par le docteur Patrick Reddig. Le problème, dit le docteur Reddig, c'est les grains de plomb que les rapaces absorbent avec leur proie blessée par les chasseurs. En moins de 2 jours, le plomb provoque un véritable empoisonnement. Et il faut 4 à 6 mois pour qu'il soit guéri réellement. Certains, comme ce jeune aigle chauve, ne retrouveront jamais assez de force pour être rendus à la vie sauvage. Mais il y a des réussites. Beaucoup se rétablissent. Cet aigle très malade nous a été amené il y a 4 mois, dit Barbara. Petit à petit, il a retrouvé la santé. Nous l'entraînons pour être sûr qu'il est capable d'être remis en liberté. Encore captif et désorienté, cet aigle adulte reprendra un jour son vol. Dans le cours supérieur du Mississippi, la Calypso traverse un pays de légende. Le commandant Cousteau, grâce à l'hélicoptère, jouit d'une vue panoramique que lui auraient enviée les pionniers qui ouvraient péniblement leur piste vers l'ouest. C'est ici, près de l'arche de Saint-Louis, que le Missouri se jette dans le Mississippi et que commence la grande voie d'accès vers le nord-ouest des États-Unis. Ici, à Hannibal, Mark Twain célébra à la fois le fleuve et la turbulente jeunesse de l'Amérique. Il peignit les années d'innocence d'une nation, tantôt en fête et tantôt accablée, mais toujours imprévisible. Le conservateur du musée local montre à Cousteau les bateaux que Mark Twain a conduits comme pilote du Mississippi. Les souvenirs rassemblés au musée donnent aux visiteurs une idée de ce qu'était la vie jadis sur le Mississippi, telle que le pilote Mark Twain l'a décrite dans ses livres. And then the pilot's license that permitted him to pilot from New Orleans to St. Louis on the river. You know, he was born the year of... Il était né l'année de la comète, dit Cousteau au conservateur. Et il est mort l'année de la comète, 76 ans plus tard. Il l'avait prédit. Ce piano mécanique appartenait à Mark Twain. Il en jouait. Vous pouvez en jouer aussi. Dans les forêts du Nord, des machines abattent les arbres. Seuls les hommes créent les mythes. Paul Bunyan, accompagné de Beb, le bœuf aux yeux bleus, aurait conduit les premiers bûcherons, défriché la forêt, fourni le bois qui a donné naissance à Minneapolis, Saint-Louis, Kansas City, Omaha et tant d'autres villes qui ont surgi dans le Far West. Aujourd'hui, le log rolling est un sport de compétition entre bûcherons, où le moindre faux pas coûte cher. Littéralement fasciné, Dominique se laisse tenter.
Just it. Best traction. Bend your knees a little. Okay, good luck. Okay, get position. Okay, see, it's not that hard. Now let go of the boat. Okay. Go away now. All right, hold it steady. À l'humiliation de la chute s'ajoute pour Dominique celle de constater que le chien se débrouille mieux que lui. Le passé ne revit pas uniquement dans notre imagination. Il arrive que des hommes d'aujourd'hui, pour mieux le redécouvrir, lui redonnent momentanément une réalité. Extraordinaire, très fertile, très riche. C'est effectivement très très bon. Ainsi, les frères Reid et Ken Lewis de Chicago ont-ils armé une petite flottille de canoës afin de revivre l'aventure de Cavelier de la Salle, qui, il y a 3 siècles, descendit le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique et revendiqua pour la France, sous le nom de Louisiane, toutes les terres baignées par le fleuve. Well, can you demonstrate how it works? I'd like to see you. Il arrive aussi qu'une simulation d'un autre genre serve à modeler les temps futurs. À Vicksburg, au laboratoire du corps des ingénieurs de l'armée, Cousteau s'intéresse de près à une maquette qui reproduit le fonctionnement d'un système d'écluse. Sur le cours supérieur du Mississippi, la Calypso ne franchira pas moins de 29 écluses de ce type. Le haut fleuve entre Saint-Louis et Saint-Paul-Minnéapolis est devenu un escalier géant, haut de 120 mètres et long de 1000 kilomètres. Par ces écluses, où l'eau se déverse à raison de 75 mètres cubes par seconde, sont acheminés d'imposants trains de péniches, 3 de front et sur 5 rangs. La réalisation de ce système complexe d'aménagement du fleuve demanda plus d'1 siècle d'efforts et se heurta à de violents conflits d'intérêts. Au terme d'un voyage de 3000 km à contre-courant, la Calypso atteint le point extrême de la voie navigable à Saint-Paul-Minnéapolis. Elle passe sous un enchevêtrement de routes et de voies ferrées qui jadis concurrençaient le trafic fluvial. La Calypso, qui est pour tant de monde le symbole de la défense de l'environnement, est, une fois de plus, accueillie chaleureusement par une foule compacte. Albert Falco conduit la Calypso vers la rivière Sainte-Croix, l'un des affluents du Mississippi au sud de Saint-Paul. Fréquent en automne, le brouillard monte de la rivière et réduit quasiment à néant la visibilité, contraignant à la navigation au radar. Dans la brume, les navires qu'on croise sont autant de vaisseaux fantômes. On entrevoit à peine les ponts dont la partie centrale tourne ou se lève pour laisser passer la Calypso. Enfin, le brouillard se dissipe. Un peu ébloui par la vive lumière, l'équipe de plongée se prépare à explorer le fleuve.
les plongeurs sont immédiatement accueillis par une multitude de petits points brillants. Un banc de petits poissons qui vient rôder autour de la caméra, puis disparaît aussitôt. Parmi les herbes et les troncs d'arbres tombés au fond, tout un assortiment de poissons-chats qui guettent le passage d'écrevisses ou de tout autre morceau de soie. Nombreux et robustes, bien camouflés, les poissons-chats prospèrent dans tout le Mississippi. Comme pour la truite et d'autres espèces, on en fait maintenant l'élevage. Parmi tous les habitants du fleuve, le poisson spatule mérite une mention spéciale. On ne le trouve plus aujourd'hui que dans le bassin du Mississippi et en Chine, dans les eaux du Yangtze-Kiang où vit un de ses cousins. Le poisson spatule nage la bouche ouverte, filtrant à travers ses branchies le plancton et les petits crustacés. La fonction de son rostre large et plat reste mal élucidée. Mais on sait que l'origine de cette espèce remonte au moins à 75 millions d'années. Le fleuve a connu des changements sans nombre, mais le poisson spatule, jusqu'ici, leur a survécu. Les plongeurs de la Calypso ont fait connaissance avec un animal célèbre. Selon toute probabilité, le poisson spatule est le vertébré le plus ancien des eaux du Mississippi. À Cahokia, près de Saint-Louis, et à Esmeralda Mount, le commandant Cousteau retrouve les hauts lieux d'une culture indienne primitive qui s'épanouit jusqu'en 1400 de l'ère chrétienne. Elle rivalisait avec les civilisations mayas, incas ou aztèques. Ces énormes citadelles couvraient plus de 5 hectares. L'élite dirigeante y résidait au-dessus du reste de la population. Comme d'autres, avant et après eux, les prêtres voulaient s'emparer de la puissance du dieu soleil et se prenaient parfois eux-mêmes pour des dieux. Tout près, le Mississippi roule toujours ses eaux, mais ses peuples se sont évanouis. La plupart des Indiens ne se considéraient pas comme des dieux, mais comme de modestes créatures en adoration devant l'ordre vaste et incompréhensible de la nature. Aujourd'hui, à East Lake, près de la source du fleuve, dans le nord du Minnesota, les Chippewas récoltent le riz sauvage comme d'innombrables générations l'ont fait avant eux. Récolté avec respect, selon des rites immuables, le riz est bénéfique. Les Indiens inclinent les tiges du riz à l'aide d'un bâton vers leur canoë et y font tomber le grain. Ils emplissent facilement leur embarcation en un jour. Non loin de là, sur le lac Itasca, le Chippewa Earl Nyholm explique brièvement à Dominique Sumian comment l'Indien conçoit le monde et la place que l'homme y occupe. Les esprits sont partout, dans l'eau, la terre, les rochers, les arbres. Toute chose est sacrée. L'eau du Mississippi est sacrée. Les Indiens du Haut-Fleuve savaient jusqu'où allait le fleuve, jusqu'à l'océan. I'm going to talk a little bit now in Ojibwe language. Me wish Ojibwe dagusing out Chimukuman, Yoma, Nishnabe, Waki. Nishnabe, Kipiji Chigege, Nigani go, we wasi Jimani Kewe.
Tel un gigantesque réseau sanguin qui s'étendrait sur la moitié d'un continent, le Mississippi dispense la vie là où il charrie ses eaux. C'est un kaléidoscope chatoyant où les êtres et leurs destinées s'entrecroisent. Dans la nature, aucune créature, aucun élément ne reste isolé. Chaque vie est la somme d'un échange avec le milieu ambiant. Le fleuve lui-même fait partie de cet enchevêtrement de forces. Il y joue son rôle. Il est au service de la pluie, des saisons qui font fondre les neiges, qui gonflent les rivières, qui inondent la plaine, qui fécondent la terre, qui nourrissent les êtres vivants. Le fleuve joue bien des rôles, il remplit bien des devoirs. Il s'intègre à de nombreuses vies, à celles de l'oiseau et du serpent, du raton laveur et du poisson, des arbres, des marécages, même à celles de l'homme. Car l'homme, exceptionnellement doué par la nature, n'en vit pas moins en interdépendance étroite avec tous les autres organismes. Plus habitué aux créatures de la mer, Jean-Michel Cousteau se hâte en traîneau à moteur. Il a ce matin rendez-vous avec une ours. C'est l'une des résidentes les plus septentrionales du système fluvial du Mississippi. Elle aussi fait partie du concert des vivants, qu'ils soient sauvages ou prétendument civilisés, comme ceux qui sont tenus en laisse, portent des émetteurs radio en guise de collier ou payent des impôts. Bien qu'elle soit en pleine hibernation, le naturaliste Lynn Rogers ne prend aucun risque et lui administre un sédatif. Elle ne sent rien ? Demande Jean-Michel. Oh, elle a l'habitude des piqûres quand les oursons avec leurs griffes lui montent dessus. Ces oursons, eux, sont bien éveillés. Un instant, Jean-Michel se trouve promu nounou des oursons. What's your problem? Notice that they have blue eyes at this age. À cet âge-là, dit Lynn, ils ont aussi les yeux bleus. Almost a year yet. And now slowly turn brown. Dans un an, leurs yeux seront bruns. Feet already. Yeah, as soon as they come out. Dès leur naissance, ils grimpent aux arbres. First, like play, but if there's any danger, then they'll try harder. Just take the mother out. Avec précaution, Rogers se prépare à remplacer le collier qui permet au naturaliste de suivre les déplacements de l'ours. On va essayer de faire le nouveau collier de la même taille, dit Lynn. Elle s'y est habituée et il n'est pas serré du tout.
loosely snug around their head. Then it's real loose on their neck. Ooh, hanging on. Got a pretty white thing. Tandis que l'ours reste dans son profond sommeil hivernal, à l'ouest, en amont du Missouri, cet affluent du Mississippi qui est 200 km plus long que le fleuve lui-même, les oiseaux s'assemblent en groupes imposants. Ils font halte durant leur vol annuel vers le sud. Ils sont bruyants et agressifs. Lorsqu'un jeune cormoran attrape un poisson, les pélicans, plus costauds, le lui volent immédiatement. Puis suivent à la trace ce pêcheur talentueux au cas où il en prendrait un autre. Le Missouri. L'équipe Cousteau se prépare à plonger dans les eaux opaques d'un fleuve si souvent troublé par son fardeau d'alluvions qu'il a été surnommé le Grand Boueux. Les plongeurs sont moins chanceux que les pélicans. Au fond de la rivière, ils n'entrevoient qu'un ou deux poissons solitaires. Ils y trouvent quelques os brisés, probablement les restes de chasse que firent autrefois les Indiens, en forçant de petites bandes de bisons à se jeter du haut des falaises qui bordent le fleuve, s'approvisionnant ainsi en viande pour l'hiver. Plus tard, les Blancs, déterminés à mater la résistance indienne, exterminèrent pratiquement les troupeaux. Leur population d'origine, estimée à 60 millions de bisons, était tombée en 1890 à 1 millier à peine. Aujourd'hui, les troupeaux de bisons courent de nouveau, grâce à d'entreprenants enthousiastes comme Roy Hook du ranch Triplet dans le Dakota du Sud. Bien que très strictement protégés, les quelques troupeaux de bisons dispersés au Canada et dans l'ouest des États-Unis sont aujourd'hui menacés par la brucellose, une maladie qui provoque des avortements. On doit éliminer les sujets atteints pour éviter une épizootie. Hook raconte à Dominique Sumian et à ses compagnons comment il a constitué son troupeau. J'ai acheté le ranch en 1959, dit Hook. Et comme il y a de la place, on a acheté des bisons. Combien en avez-vous aujourd'hui? Difficile à dire. D'après la Buffalo Association, il y aurait aux États-Unis 60 à 70 000 bisons. L'équipe descend le fleuve fabuleux qui serpente comme un homme ivre à travers 7 États avant de s'unir au Mississippi. Les compagnons de Cousteau déchargent le camion amphibie Jacare et se préparent à installer leur camp près de White Cliff, dans le Montana. Le Montana, ce n'est plus l'État inaccessible, la frontière mythique d'antan. Doté aujourd'hui de barrages et de réservoirs, soumis à la pression croissante d'intérêts miniers et commerciaux, la région a bien changé. Cependant, ici comme ailleurs sur le Haut-Missouri, de vastes étendues restent inoccupées. Les canyons sont restés tels que Lewis et Clark les découvrirent.
Le commandant Cousteau parle du voyage qu'il entreprend maintenant. Non par la voie du fleuve, mais par celle des airs. Voilà presque 2 siècles que Lewis et Clark arrivèrent ici et qu'ils contemplèrent avec crainte les fantômes qui bordent la rivière. Je partage leur étonnement. Cerné par ces murs, ces flèches, ces silhouettes, j'ai l'impression de me trouver dans les ruines d'un ancien et vaste édifice, d'une sorte de musée du temps. Il ne s'agit pas ici évidemment du fruit de mon imagination ou d'un effort conscient. Ces ruines résultent de processus naturels fondamentaux, du durcissement du sol sous l'effet des pressions formidables qui se sont exercées ici durant des millénaires, de l'impact des mouvements tectoniques, de l'érosion de la rivière qui s'est frayé un chemin à travers les couches de roches, de la lente ciselure des cimes par le vent, la pluie, la chaleur de l'été et le gel de l'hiver. Ici comme ailleurs, la nature est une expérience inachevée. Elle ne cesse de modifier et de remodifier la Terre. Elle a créé 10 millions d'espèces vivantes dont certaines ont disparu ou d'autres survécu. Pris dans ce processus de création débridée, l'homme s'est embarqué dans une quête sans fin. Il lui faut effectuer sans cesse de nouvelles découvertes scientifiques, trouver des formes artistiques, tester des technologies, notamment les véhicules grâce auxquels il sillonne la planète et même l'espace. Mais il éprouve toujours le besoin de marquer une pause, de fixer les images, d'arrêter le temps. Un grand sculpteur a dit « Je ne fais que libérer la forme qui est déjà dans la pierre ». Ainsi font la rivière et le vent dans ce paysage qui s'érode et où passent des élans craintifs. Ils ne s'arrêtent jamais. Au camp, dans l'après-midi finissante, la vie se résume à quelques problèmes fondamentaux. Le vin est débouché, Xavier Desmier fait le café, Donsanti attise le feu, Dominique Sumion et Raymond Coll, qui se targuent d'être des chefs une étoile, préparent les steaks. Dîner simple, mais probablement plus élaboré que ceux de Lewis et Clark, qui campèrent ici 180 ans auparavant. À cette époque, la viande était du gibier, du bison, de l'élan, du cerf ou même du grizzly. Parfois, c'était au sort de décider qui serait mangé, de l'ours ou du chasseur. N'ayant à affronter ni grizzly ni indien hostile, Cousteau et ses compagnons goûtent un moment de détente. Ils racontent des blagues et des histoires rocambolesques, écoutent l'homme qui sait jouer d'un instrument et effarouchent avec leur chant la vie sauvage environnante. En sécurité dans leur léger Zodiac, les hommes de l'équipe Cousteau poursuivent leur descente du Missouri. Ce fleuve est célèbre pour le lourd tribut de naufrage qu'il a exigé depuis le milieu du XIXe siècle. Que ses eaux fussent hautes ou basses, ce fleuve était le cauchemar du batelier. Son lit est parsemé d'embûches, de chenaux changeants, de bancs de sable, d'arbres à la dérive, d'écueils et de pièges de toutes sortes.
Près de Bismarck, dans le Nord Dakota, l'équipe Cousteau plonge pour examiner les restes d'une des centaines de péniches perdues lors de leur remontée vers les ports de l'amont. Mais dans les eaux opaques, ils ne trouvent guère qu'une coque fracassée et quelques fûts pourris. Parmi les épaves de la rivière, la plus célèbre fut peut-être celle du Bertrand, qui quitta Saint-Louis au printemps de 1865. Heurtant un écueil à environ 25 000 au nord d'Omaha, le Bertrand coula alors qu'il faisait route vers le Montana où de l'or venait d'être découvert. En 1968, le Bertrand fut retrouvé, non pas dans le fleuve dont le lit avait changé, mais dans la boue d'un territoire inondé à 1 mile de là. L'essentiel de la cargaison avait résisté aux années. Exhumés et nettoyés, les objets récupérés offrent un aperçu intéressant d'un autre lieu, d'une autre époque, d'une autre façon de vivre. Des poêlons, de la graisse pour essieux de diligence, des boulets de canon et des rayons de roue, des pelles, des couteaux, des barattes, des produits pharmaceutiques, des pickles, des boutons de porte, des clés. Tout le fourbi destiné à alimenter la ruée vers l'or. Dans les collines noires du sud Dakota, en 1874, la découverte d'or par l'expédition du général Custer apporta aux uns la richesse et aux autres le désespoir. Ouverte lors de la ruée qui s'ensuivit, Homestead demeure encore la plus grande mine d'or d'Amérique. À cause de cette ruée, l'Amérique rompit un traité avec les Indiens et contraignit ces derniers à abandonner leurs terres sacrées. 2 ans plus tard, les tribus indiennes allaient se venger à Little Bighorn. Les hommes de Calypso sur le camion amphibie Jacaré suivent le fleuve vers l'est à travers le Montana. Ils commencent à trouver des changements radicaux dans le cours du Missouri à l'humeur jusque-là vagabonde. À Fort Peck, ils vont tomber sur le premier d'une série de 7 grands barrages qui régularisent aujourd'hui la voie d'eau. À présent, l'équipe, avec le commandant Cousteau et Jean-Michel, s'apprête à explorer le pied du barrage qui retient le plus vaste de ces lacs artificiels, celui de Fort Peck, une véritable mer intérieure longue de 300 km. Le plan de palier. Commandant, voici le reste de votre équipement. La première des choses, c'est de mettre vos chaussures au frais. La couverte, ça, oui. Oui. Par une journée qui s'embrume et fraîchit, les Cousteau et leurs compagnons ajustent scaphandres et masques. Puis, un à un, ils se laissent glisser par-dessus bord. Allumant leurs puissants projecteurs, les plongeurs s'enfoncent dans les eaux sombres. Balayés de ci de là par les courants, ils rencontrent de temps en temps des bancs de blue suckers, des poissons migrateurs qui remontaient autrefois le fleuve sur de grandes distances pendant le frais. Mais ils sont maintenant bloqués par les barrages et leur reproduction est compromise. Voici à présent un esturgeon à tête de bêche du Missouri, discrètement tapis sur le fond. Il appartient à une des plus anciennes lignées de poissons. Son cousin, l'esturgeon blanc, peut atteindre une longueur de 6 mètres et un poids d'1 tonne. En comparaison, l'esturgeon du Mississippi est un nain.
Il porte une espèce d'armure faite de rangées de plaques osseuses. Familier des chenaux libres dans les larges rivières, l'esturgeon rôde sur le fond, qu'il explore avec ses barbillons, puis aspire les petits mollusques, crevettes ou larves d'insectes avec sa bouche tubulaire. Lui aussi se raréfie. La pêche abusive, la pollution et l'effet inhibiteur des barrages qui bloquent la remontée lors du fret contribuent au déclin général de la vie dans les eaux douces. Lançant un dernier coup d'œil à une truite solitaire, l'équipe remonte à la surface où d'autres problèmes les attendent. Malgré l'augmentation des réserves que retiennent les barrages, l'eau reste une denrée rare. Au réservoir d'Oahe, le gouverneur du Sud-Dakota, William Janklow, expose à Jean-Michel les problèmes de distribution. Gouverneur, demande Jean-Michel, qui possède l'eau? L'eau appartient à tout le monde, affirme le gouverneur. Le problème est celui de l'usage, de la jouissance de l'eau. You can use it to the exclusion of all others, but that's the reason that the water law of America was passed a long time ago. En Amérique, la loi de l'eau a été votée il y a bien longtemps. Ici, au Sud-Dakota, notre loi précise « Les eaux du Sud-Dakota appartiennent à toute la population, même si ces eaux traversent ou passent en dessous du territoire. » En fait, ces droits s'appliquent rarement aux Indiens. Autrefois nomades, les tribus des plaines du Nord suivaient les déplacements du bison. Mais avec l'irrésistible poussée de l'homme blanc vers l'ouest, elles furent chassées de leur territoire et de leurs lieux sacrés et confinées sur de mauvaises terres ou dans les paysages arides de Pine Ridge, de Rosebud et de Standing Rock. Parquées dans des réserves, elles se retrouvent prisonnières dans leur propre pays. Aujourd'hui, les Indiens de Pine Ridge ont peu d'espoir et de maigres rations d'eau. Mrs. High Oak, Madame Grand Faucon, est obligée d'aller en dehors du campement pour chercher un peu d'eau saumâtre, parfois polluée pour sa famille. Robert Fast Horse, cheval rapide, raconte à Donsanti les privations et l'amertume des Indiens. C'est le seul endroit où elle peut prendre un peu d'eau, dit Cheval Rapide. Pour elle, pour cuire, pour laver. À qui appartient l'eau du Missouri, demande Donsanti. Les Indiens ne possèdent ni terre, ni eau, ni air. L'eau est sacrée. Comment voudriez-vous posséder ce qui est sacré? L'Indien s'adresse encore aux dieux. Il bat du tambour. Il danse pour prier. Avec ses plumes et ses peintures faciales, ses amulettes et ses fétiches brodés, il porte sur lui les talismans de sa foi, les symboles de sa participation au monde de la nature. Dans la danse du soleil et le pogo, les tribus de l'Ouest retrouvent une énergie commune, bien que les collines noires, leur lieu saint qu'ils appellent Pa-Sapa, arborent les visages sculptés, non des dieux indiens, mais de 4 présidents américains. Non loin de là, le sorcier Pete Catchis raconte à Dominique Sumian et à Donsanti comment l'Indien conçoit le monde.
Notre monde est différent, dit Pitt. Quand l'être divin a fait toute chose, tout ce qu'il a fait était beau, jusqu'à ce que l'homme vienne et souille le monde par ses actes de violence. The smartest creature on the face of the earth is perhaps the creature that destroys continually. La créature la plus douée est peut-être la créature qui détruit ce qu'a créé le grand esprit. That which was beautiful at one time cannot ever be the same again. I would like to sing a song. Lena, you have taipina mani peloyo hey chanu pawai wakaya you have taipina mani peloyo hey Lena, you have taipina mani peloyo hey hoy tata gaya oyate wai wakaya wichoni wa toke jai gluha taipina mani peloyo hey Lena, you have taipina mani peloyo En descendant le Missouri en Zodiac, l'équipe Cousteau vit la saison des transitions, des feuilles mortes et du gel. Du Montana au Minnesota, l'air et les eaux regorgent d'une vie turbulente. Faisant ici une courte pause, des millions d'oies d'espèces diverses, des cygnes, des canards, des pélicans et d'autres oiseaux se sont rassemblés pour leur grande migration annuelle. Il leur faut échapper au froid polaire de l'hiver qui approche et qui en surprend quelques-uns, comme ces oies bernaches du Canada. Chacun ressent l'appel. Par bandes petites ou grandes, les oiseaux s'envolent vers le sud, en suivant le Mississippi vers la Louisiane. Certains iront plus loin encore, jusqu'au Yucatan et en Amérique centrale. C'est un voyage ancestral dont l'itinéraire est inscrit dans la mémoire héréditaire de chaque espèce. Mais le monde sous l'aile des oiseaux a énormément changé depuis leurs vols primordiaux. Ici, en moins de 2 siècles, 3 vies humaines, l'homme a étalé ses villes et élevé ses gratte-ciels. Aujourd'hui, sa fumée noircit le ciel et répand des pluies acides sur des bois et des lacs lointains. Les déchets agricoles, industriels et domestiques polluent le fleuve. Les indispensables mesures de protection sont considérables et onéreuses. À Saint-Louis, 1,2 milliard de litres d'eau du fleuve passent chaque jour par une série de bassins de décantation et d'épuration, puis sont traités chimiquement avant d'être distribués en ville. L'ingénieur du district, Thomas Rothermich, en décrit le processus. Plusieurs fois par an, dit Rothermich, nous drainons le bassin. Ainsi, dit Jean-Michel, les produits chimiques extraits de l'eau pour que celle-ci devienne potable sont ensuite rejetés dans le fleuve. C'est cela. Et ils s'accumulent dans le fleuve jusqu'à l'océan. C'est exact.
En analysant une série d'échantillons d'eau qu'il a prélevés lui-même tout au long du Mississippi, le docteur Richard Murphy, l'un des responsables scientifiques de la Fondation Cousteau, découvre un large éventail de composés chimiques de synthèse. Il s'agit souvent de dérivés de pesticides, d'acides ou de métaux lourds. Ces substances forment entre elles, et avec les détergents, des composés encore plus toxiques que l'on trouve en quantité croissante dans l'eau de boisson. Le docteur John Lester, chercheur en chimie, dit à Jean-Michel que cette pollution menace les enfants même avant leur naissance. Que recommanderiez-vous aux femmes enceintes, demande Jean-Michel, pour protéger la génération à venir? La future mère, dit le docteur Lester, doit veiller très attentivement à tout ce qu'elle absorbe. L'eau qu'elle boit, l'air qu'elle respire, les aliments dont elle se nourrit, sans parler de la fumée du tabac. Beaucoup de ces substances chimiques peuvent traverser le placenta et atteindre l'enfant à naître. À Kaskaskia, le commandant Cousteau trouve cependant à l'avenir un visage heureux. Ici, les enfants sont familiarisés avec des dangers bien visibles. Autrefois capitale de l'Illinois, Kaskaskia était un important centre commercial du Midwest. Mais en 1898, un siècle d'inondations successives avait fini par engloutir la ville. C'est aujourd'hui un village de 90 âmes. Malgré les travaux massifs d'endigage entrepris par le corps du génie militaire, le fleuve n'en fait encore souvent qu'à sa tête. En 1984, Kaskaskia, mieux protégée, n'a pas été menacée. Mais en amont et en aval, la crue a détruit les digues, déversant des torrents d'eau sur les basses terres environnantes. Elle a provoqué une série de catastrophes. Autoroutes et voies ferrées défoncées, personnes évacuées par milliers. Le coût des pertes, des récoltes détruites, des millions d'hectares de terres arables dévastées, se serait élevé pour 4 États seulement à des milliards de dollars. Le Jacare amphibie pénètre dans les terres dévastées à Big Lake, près de Saint-Joseph, dans le Missouri. L'équipe Cousteau trouve là des communautés pour lesquelles le temps semble s'être arrêté. Tous les objets de la vie quotidienne immobilisés sous une chape épaisse de silence. Dans les rues défoncées, les arbres donnent toujours de l'ombre, mais aucun enfant ne joue. Voitures et camions figés semblent une parodie d'utilité. Les cabines téléphoniques ne prennent plus d'appels. Seuls les pensionnaires d'une volière sont en sécurité au-dessus des eaux. Mais un danger partagé est souvent source d'union. Les voisins s'entraident. Ils se donnent la main pour retrouver un animal familier. Rentrés chez eux, ils regarderont hébétés leurs logements inondés, leurs appareils ménagers détruits. Et ils recommenceront à vivre. Pour l'instant, à 2 pas du désastre, comme si de rien n'était, il en est un occupé à tondre son gazon. Près de Vicksburg, le génie a réduit le fleuve à 1 mille de long. Les ingénieurs étudient ici, à petite échelle, les moyens de contrecarrer la tendance désastreuse qu'a le Mississippi à se détourner dans un fleuve voisin, l'Achafalaya, ce qui raccourcirait de 200 000 sa course jusqu'au Golfe. L'ingénieur Wayne O'Neill explique le sens de cet effort à Cousteau. Ce modèle réduit du Mississippi, dit-il, nous permet de vérifier si les recommandations des ordinateurs sont valables. Le débit vers le golfe du Mexique a une influence sur les plaines inondables. Nous nous servons aussi de photos aériennes pour contrôler la répartition des eaux entre le Mississippi et l'Achafalaya.
we'll put more wire in and heavy it up. The closest connection between the Cet ouvrage, juste ici, est la structure de contrôle du fleuve. right here is the old river control structure. Un chenal fait par l'homme qui relie les deux fleuves. Together. Pour l'instant, l'ouvrage qu'on appelle la structure de contrôle du vieux fleuve a pour but de maintenir l'apport du Mississippi à l'Achafalaya à un niveau acceptable. Mais certains experts ont le sentiment que ces travaux ne suffiront jamais, que toutes les défenses érigées péniblement et à grands frais par l'homme échoueront et que finalement, l'Old Man River n'en fera qu'à sa tête. Jean-Michel s'envole pour observer de haut l'activité d'un chantier gigantesque. Il s'agit littéralement de paver en béton la voie d'eau du Mississippi. Bien déterminé à mettre un terme aux humeurs vagabondes du fleuve, le génie a souvent eu recours à des mesures extrêmes. Pour stabiliser le chenal navigable, il a fallu fixer les bancs de sable, régulariser les courants, contenir les inondations. Aujourd'hui, les ingénieurs ont lancé un programme prodigieux, recouvrant les rives vulnérables du Mississippi avec des dalles de ciment. Celles-ci s'amoncellent dans des entrepôts à ciel ouvert en attendant qu'on en ait besoin. L'échelle de l'entreprise stupéfie le commandant Cousteau. Tout d'abord, une succession d'opérations permet de régulariser minutieusement l'inclinaison des berges. Puis les dalles de ciment arrivent, en camion ou en péniche. Des portiques géants les transfèrent sur les rives. Là, elles sont assemblées avec précision à l'aide de perceuses et d'agrafes. Enfin, elles sont posées le long des rives. Des roches éclatées, posées sur ce revêtement, contribuent à le maintenir fermement en place, malgré les courants du fleuve. Grâce à ces efforts herculéens, les rives du fleuve ont été stabilisées. Le trafic des péniches, des cargos, des tankers est plus sûr. Mais cette domestication a de sérieuses conséquences. Des photos par satellite révèlent par exemple que le vaste delta du Mississippi se rétrécit. Le resserrement du lit du fleuve accélère le courant. Les alluvions charriées ne se déposent plus à l'embouchure, mais se déversent en pure perte dans les grands fonds, au-delà du plateau continental. À Ville-Plate, à son de cor, est proclamé que dans le pays cajun, la chevalerie fleurit encore dans les campagnes. Mais les tournois sont moins mortels que ceux du Moyen-Âge en France, au cours desquels deux cavaliers tentaient en plein galop d'embrocher leur adversaire. Ici, au tournoi d'automne de Ville-Plate, les rivaux essaient seulement d'enfiler 7 anneaux suspendus. Jugés à la fois sur leur rapidité et sur le nombre d'anneaux dont ils se sont emparés, les vainqueurs reçoivent leur prix des mains d'un citoyen de cette France qu'ils ont quittée il y a plus de 3 siècles. Plus tard, au bar de Clinto, c'est l'heure de la musique et de la danse.
Pour les habitants de ces terres alluvionnaires et plus en aval des marécages du delta, les rythmes de vie semblent plus lents qu'ailleurs. Les vieilles coutumes sont longues à s'éteindre. Ces hommes parlent toujours le patois de la France que leurs ancêtres avaient quitté il y a bien longtemps. On dirait qu'un sortilège les lie au passé. Dans les marais qui bordent des fermes éparses, les crevettiers trient leur pêche et en laissent les déchets aux oiseaux. Puis, à travers le labyrinthe sans fin des canaux, ils rentrent dans le soleil couchant. Les marais et bayous forment un monde à part. Les cyprès semblent, eux aussi, figés dans le silence. Ici, au cours des siècles, tout ce qui vole, qui rampe et qui nage, a vécu en communauté. Parmi les jacinthes d'eau et les souches pourrissantes, un ragondin va son chemin. Une gallinule pourpre poursuit méthodiquement l'inventaire des petites proies cachées sous chaque feuille. Et pourtant, ce qui semble à l'éternité aura une fin. Le monde né des alluvions du fleuve fait peau de chagrin. En 20 ans, le marais d'eau douce s'est réduit de moitié. Les canaux creusés pour les champs de pétrole ont permis l'intrusion de l'eau salée qui détruit de l'intérieur les marécages. Mais la gallinule ignore que son monde touche à sa fin. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Wanna see my baby again, wanna be with some of my friends, maybe I'll feel better again on Blue Bayou. Will I never be blue? My dreams come true on Blue Bayou. De tout temps, le Mississippi a été au service de nombreuses créatures. Mais aujourd'hui, les besoins de l'homme l'emportent. Sur le chemin du retour à l'embouchure du fleuve, la Calypso vogue sur des eaux qui sont vitales pour une nation. Sur tout le cours du fleuve, l'homme a imposé des changements considérables et parfois utiles. À coups de digues, de dragues et de barrages, il l'a transformé pour mieux servir son commerce, sa sécurité et ses plaisirs. Mais ce faisant, il s'est transformé, lui aussi. Aujourd'hui, l'être humain se rend compte que c'est à ses risques et périls qu'il intervient dans les mécanismes de la nature. S'il emprisonne la rivière dans des structures inamovibles pour mieux la contrôler,
il lui faudra en subir plus tard les conséquences. Il commence à comprendre que bien des écosystèmes, plantes, hommes et animaux, sont unis en un équilibre fragile. Dans la nature, il faut partager ou périr. Et il apprend souvent, avec étonnement, que la rivière en sait plus long que lui.